Bonjour à tous et bienvenue dans Audace, le podcast du groupe Odyssée, podcast dans lequel on rencontre des entrepreneurs inspirants qui ont fait des rencontres inspirantes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Peggy Delage. Bonjour Peggy, comment ça va ? Bonjour Sylvain, écoute, ça va très bien, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui, puis bonjour à tous et à toutes. Eh bien, écoute, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. On va parler un petit peu de ton métier. Donc, tu es coach pour les dirigeants, voilà, tu vas nous en dire plus. Et on va aussi revenir un peu sur l'histoire de ta carrière, voilà, toutes les étapes que tu as traversées pour aujourd'hui avoir cette expertise. Je te propose donc de faire ton pitch. Quelle est ton activité ? Eh bien, aujourd'hui, je suis coach professionnel et donc j'accompagne les dirigeants, les entrepreneurs, des managers. En fait, toutes les personnes qui finalement n'ont pas forcément des personnes vers qui se tourner quand ils ont une problématique à régler. Donc souvent, ils se retrouvent face à eux-mêmes. Moi, je leur offre cet espace justement où ils vont pouvoir venir déposer dans un contexte bienveillant, professionnel. Et je vais les aider à travailler notamment sur les prises de décision, sur des ajustements de posture, sur quelquefois des relations conflictuelles. Et c'est ce que je fais aujourd'hui et je le fais à distance majoritairement. Il y a beaucoup de choses qui se font en visio. Et puis je peux intervenir sur place, quelquefois en marchant, parce que ça aide à réfléchir aussi. Très bien. Eh bien, écoute, je comprends que tu es coach, ouais. Mais il y a toute une famille de métiers. Il y a les coachs, il y a les formateurs, il y a les consultants aussi. Du coup, comment tu te places par rapport à tout ça ? Et est-ce que tu peux un peu nous éclaircir sur quel métier fait quoi ? En effet, tous les métiers que tu cites là sont des métiers de l'accompagnement, on va dire. Et en plus, le mot coach, c'est un mot qui est utilisé un petit peu partout. Il y a les coachs sportifs, les coachs en diététique, etc. Souvent, ce qu'on met derrière le mot coach, c'est du conseil un peu bienveillant ou alors du coup de pied au cul. Hein. Tout simplement. Tout simplement. Sauf que le coaching professionnel, c'est pas du tout ça. Le coaching professionnel, justement, on n'est pas là pour donner des conseils. On n'est pas là pour faire de la formation. On n'est pas des thérapeutes. On n'est pas un psychologue, etc. Ouais. La formation, c'est quand on veut apprendre quelque chose, donc il y a quelqu'un qui va nous donner des techniques. Un psy, c'est quand vraiment on a besoin de parler, de vider son sac, d'essayer de comprendre un petit peu le pourquoi du comment. D'accord. Un coach, c'est quelqu'un qui va faire en sorte de questionner. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que par le questionnement et par le respect d'un processus, c'est vraiment un processus, le coaching, que la personne clarifie finalement déjà ce qu'elle veut ou quel est son réel problème. Parce que quelquefois, il y a un amoncellement de plein de choses et ça devient un peu compliqué. Donc, on fait le tri dans tout ça. Et puis, on décide de ce qu'on a envie de faire. Et donc, c'est un partenariat qui se met en place avec le coaché pour l'aider justement à ce qu'il trouve, lui, ses propres solutions. Parce que, moi, il y a des choses qui fonctionneraient pour moi, mais ça ne fonctionnera pas forcément pour tout le monde. Et donc là, le but, c'est vraiment que la personne, elle trouve ses propres solutions qui correspondent à ses valeurs et qu'elle va savoir mettre en place. Donc, il faut aussi que ça tienne sur la durée. Donc, c'est important que ça vienne de soi. Mais pour ça, il faut déjà être très clair aussi sur ce qu'on veut. Et donc, le processus, ça permet aussi d'être créatif dans, finalement, les différentes solutions qu'on peut mettre en place. Très bien. Alors, je sens que parfois tu chuchotes. N'hésite pas à continuer à parler de vive voix, comme ça, on t'entend bien. Donc, si je comprends bien, le coach, il va voir avec la personne, donc là, dans ton cas, coach professionnel avec un dirigeant ou un grand manager, il va voir un peu qu'est-ce qu'il veut plus, qu'est-ce qu'il y a dans son fonctionnement, en fait, qui peut le peser peut-être. Qui lui pose problème. Ça peut être aussi des problèmes avec son équipe, ça peut être simplement sa posture, il comprend pas, il y a des choses qui se passent autour de lui et
Il se dit, bah voilà, là, je comprends pas, là, ça se passait bien jusqu'à présent, maintenant ça se passe mal. Voilà. Donc, simplement, à un moment, quelqu'un qui a envie de travailler en se disant, la situation telle qu'elle est là, elle me convient pas, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Et pour autant, j'arrive pas à trouver ce qu'il faut faire. Ouais. Ok, très bien. Donc là, c'est le métier de coach. Ouais. Et donc, un consultant informateur, très rapidement, en quoi c'est pas la même chose? Alors justement, donc un formateur, globalement, si on se dit, tiens, il nous manque une compétence, là, le formateur va arriver pour essayer de donner justement des outils, des méthodes pour améliorer cette compétence. Donc ça peut être par exemple, si c'est en communication, un formateur va dire, tiens, on va parler de communication non violente, par exemple. Donc il va faire une formation sur la communication non violente ou sur les mots à utiliser, à ne pas utiliser, voilà, par exemple. D'accord. Et un consultant, lui, il arrive et fait un diagnostic de la situation, mais c'est lui qui amène des solutions, c'est lui qui définit le plan d'action. En coaching, les solutions, encore une fois, elles viennent de la personne par rapport à son contexte et le plan d'action, c'est bien la personne qui le décide. Moi, je suis pas là en tant que coach pour décider pour la personne. Mon but, c'est de rendre la personne autonome, mais de l'aider justement à clarifier. Parce que souvent, quand on n'arrive pas à trouver sa propre solution, c'est juste qu'on n'est pas clair avec ce qu'on veut réellement faire. D'accord. Donc, quand une personne que tu coaches clarifie un peu ce qu'elle veut plus, en général, la solution émerge d'elle-même. Ouais. C'est pas toi qui vas dire essaye ça parce que ça marche bien. Moi j'ai essayé, ça marche super. C'est pas du tout ta façon de travailler. Non, et normalement c'est pas du tout la manière dont travaillent les coachs professionnels, puisque alors, le coaching professionnel c'est régenté aussi par il y a des organismes. Hein. Donc moi je fais partie par exemple de la Fédération internationale de coaching et on a justement un code de déontologie qui stipule que justement on n'est pas là pour dire aux autres comment ils doivent faire. On D'accord. est là pour les accompagner. Très bien. Je te propose maintenant qu'on revienne un peu sur ta carrière, ton histoire. Qu'est-ce que tu as traversé pour en arriver là aujourd'hui? Donc, tu as commencé par une année de prépa après ton bac à HEC. Alors, une prépa HEC, pas HEC, alors, j'étais à Valenciennes. Alors justement, on y va, explique-moi, c'est quoi la différence entre une prépa HEC et une prépa AHEC, parce que je ne sais pas la différence. Non, alors HEC, c'est une école qui est à Paris, qui est hautes études commerciales, qui se trouve notamment à Paris, ils en ont différentes dans le monde, et pour intégrer les grandes écoles de commerce en France, il faut faire des prépas. Et donc souvent c'est 1 an, voire 2 ans, 3 ans. Et en fait là j'ai découvert un monde où les gens se tiraient dans les pattes et ça m'a pas du tout plu. C'est très 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 compétitif. Alors pourtant moi j'ai l'esprit de compétition, mais là vraiment ça me plaisait pas du tout en termes d'ambiance. Juste quand même, pour dire, au moment où on s'inscrit pour justement intégrer les écoles de commerce, il y a des écoles qui arrivent pour donner des dossiers. Et les gens qui étaient là en 2e année, ils faisaient attention qu'on sache pas pour éviter qu'on puisse avoir les dossiers parce que c'est sur concours. D'accord. Donc voilà. Donc j'ai pas eu une très bonne expérience de ça. Voilà. Je suppose que je suis la seule, je pense pas. Mais en tout cas, moi, ça m'a pas plu du tout. Et du coup, je me suis tournée vers des études en communication, et donc à l'accueil la communication. Et donc c'était à Valenciennes aussi. C'était l'IFAC, Institut de formation à l'accueil et la communication. Et là, par contre, au bout d'1 an, donc j'étais 1 an avec des matières super, j'ai eu des profs super, on faisait des trucs en culture générale, c'était vraiment super, et beaucoup de tourisme. Donc à l'époque, j'ai accompagné des groupes de personnes, des personnes âgées en croisière pour aller jusqu'en Angleterre, sur des bateaux, il y avait des jeux, c'était... Dans le cadre des stages, du coup? Ouais, dans le cadre des stages, c'est vraiment top. Donc c'était une ouverture vers le tourisme. Mmh. J'ai gardé beaucoup ça après, justement, cette envie de voyager. Par contre, au bout d'1 an, je me suis dit, ouais, mais j'ai pas envie d'être hôtesse d'accueil, j'ai envie de faire d'autres choses. Et donc, je me suis retournée, et là, j'ai fait un DUT, un DUT en gestion des entreprises et administration. Donc, le DUT GEA, DUT tertiaire, donc qui est proche d'un BTS,
Et du coup, donc gestion des entreprises d'administration, en quoi ça consistait ? Ça consistait justement à apprendre un petit peu les règles de gestion pour les entreprises et puis ça donnait quand même une idée justement sur le management, les finances, le monde de l'entreprise de manière générale. C'était en 2 ans, donc comme c'était un DUT. Et là, ça m'a beaucoup plu. Et dans le cadre de ces études, j'ai intégré une société qui s'appelle l'IRECO, qui est normalement bien connue des gens qui sont dans le Nord, parce qu'à l'époque, c'était même pas encore l'IRECO, c'était Gaspard. Gaspard Fourniture de Bureau. L'ancien nom de l'IRECO. L'ancien nom de l'IRECO. Oui, alors là, ça donne un peu des indices sur mon âge, là. Donc là, nous sommes en 1800. Non, on va pas abuser. Non, pas 1800, mais c'était une époque où le mail n'existait pas encore. Ah, il y avait le fax déjà, peut-être ? Le fax, oui, il y avait le Minitel. Le Minitel, voilà. Mais il n'y avait pas encore le mail. Le mail est arrivé alors que j'étais déjà dans l'entreprise. Donc, tu as fait un stage ou c'était une alternance chez l'IRECO ? Non, c'était des stages. Et puis, en fait, au départ, après ça, je voulais me spécialiser dans la finance et je voulais être expert comptable. Alors, pourquoi ? Pourquoi pas ? Et puis en parallèle de ça, mon petit ami de l'époque, lui, a eu une opportunité pour pouvoir aller travailler au Canada. Alors pas tout de suite, c'était une année après. Et je me suis dit, mais ça serait super quand même d'aller à l'étranger. Puis le Canada, c'est quand même une destination qui fait rêver. Et au final, tu es resté 4 ans au Canada. Je suis resté 4 ans. C'est quand même énorme. Donc au Canada, tu as pu travailler chez l'IRECO. Chez la filiale de l'IRECO. Oui, totalement. Ouais. Donc, tu as essayé le marketing, le contrôle de gestion, et ensuite, tu as fait des études de RH, c'est ça ? Ouais, parce que je me suis rendu compte, en faisant justement plus de finance là-bas, je me suis dit non, finalement, la finance, c'est pas pour moi. Moi, j'aime bien être avec les gens, et donc j'ai repris des études. Donc, ça faisait déjà 3 ans que tu étais là-bas à peu près ? Ouais, alors ça faisait 2 ans et j'ai repris les études. Alors comment on fait les études tout en travaillant à côté ? Comment on gère les deux ? Le soir ou le week-end. Ouais. Des études, des cours du soir. Donc alors, ce qui est bien, c'est que l'université à Toronto propose ça. Et donc voilà, j'ai fait des cours en gestion des ressources humaines et puis notamment en recrutement aussi, une spécialisation en recrutement. Et du coup, ma dernière année chez l'IRECO au Canada, j'étais responsable du recrutement. D'accord. Donc voilà, donc ça m'a permis de voir différentes choses. Et puis par contre, à un moment, je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie de faire ma vie au Canada. Et pourtant, alors le Canada, c'est magnifique. Alors, je conseille à tout le monde. Explique-nous, qu'est-ce qui est bien au Canada ? T'étais dans la partie anglophone, c'est ça ? Oui, j'étais à Toronto, ouais. Ouais. Et donc, alors, en tant qu'expatrié pendant 4 ans, quel est ton ressenti ? Qu'est-ce qui peut faire qu'on reste là-bas ? Qu'est-ce qui peut faire qu'on a envie de rentrer en France ? Vas-y, explique-nous un peu ton ressenti. Déjà, en termes de... Alors, je sais pas comment expliquer. En termes de rythme de travail, les horaires, là, les gens, à 5h, 5h30, c'est tout. C'est l'heure de rentrée. Et donc, il y a une vie après le travail. Ouais. Ce que j'avais pas vu en France. En France, souvent... Il y a du présentéisme en fin de journée parce que si on veut se faire remarquer, etc., c'est bien quand même de faire de longues heures et de dire je travaille fort, etc. C'est ça, être le dernier à partir du bureau parce ça que fait bien. Voilà, moi je me donne pour l'entreprise. Voilà. Et surtout quand on est jeune, on veut faire ses preuves, etc. Forcément. Et là-bas, justement, alors moi j'avais déjà en 1 an et demi, j'allais dire d'activité en France, finalement j'avais déjà pris ces habitudes de dire oui, je vais rester tard parce que le travail est jamais fini et puis je m'investis dans mon travail, donc faut que je reste tard. Mmh. Non, au Canada, on dit non, mais si t'es obligé de rester, c'est que t'es pas bien organisé, quoi. D'accord. Ouais. Donc c'était une grosse différence et ça m'a permis là aussi de voir que du coup on peut faire d'autres choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pu avoir du temps pour reprendre des études et donc c'était du temps là personnel au final. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis ça m'a permis de faire du sport, je faisais du baseball, je faisais du hockay sur glace dans la rue. Ah oui, donc t'as vraiment vécu la vie canadienne avec des... Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai ma meilleure amie est canadienne, elle vit toujours là-bas, elle est venue à mon mariage, je suis allée à son mariage, on s'est rencontrés et on continue à s'appeler régulièrement. C'est beau que t'aies gardé ce lien-là malgré la distance. Ouais. Du coup, donc, tu m'expliquais que t'as fait
4 ans au Canada, et ensuite tu es revenu en France, tu as réussi à revenir chez l'Ireco en France, là où à l'époque peut-être c'était plus compliqué de faire une passerelle à l'international dans les entreprises, c'était un peu plus hermétique peut-être. Disons que, encore une fois, on n'avait pas tous les moyens maintenant, avec Internet, etc. C'est facile de savoir quels sont les postes qui sont disponibles, etc. À l'époque, les postes, ils paraissent localement. Et puis on postulait par pigeon voyageur aussi. Non, mais ça fait bizarre parce que maintenant on se dit, on s'imagine pas, mais c'était pas si facile d'avoir accès à l'information. Et donc je me suis dit, pour avoir accès à l'information, il faut que je me fasse connaître aussi là-bas. Il faut que je fasse connaître mon projet de retour en France. Donc avant de revenir en France, t'es passé voir l'Ireco pour leur faire un coucou. Ouais, au moment des fêtes, je revenais pour les fêtes, pour aller voir ma famille. Et puis je me suis dit, alors la voie royale à l'époque chez l'Ireco, c'était il faut être commercial. Ouais. Et donc j'ai fait valider mon profil. On m'a dit ok, donc j'aimerais bien revenir. Ils ont validé mon profil. J'ai dit par contre je veux pas être n'importe où en France. J'aimerais bien être dans la région, etc. Ok. Et là je tombe sur Pierre-Paul Gingot, qui est maintenant en retraite, qui était directeur de la logistique au niveau du groupe, qui était quelqu'un que je connaissais de mes stages et de mon année en contrôle de gestion. D'accord. Et puis il me dit, vous voulez revenir en France? Vous avez entendu parler du poste de responsable approvisionnement? Non, pas du tout. C'est quoi? Et là, il a commencé à me parler, puis là je me suis dit, mais c'est super ce poste. C'était un poste de management, alors que je venais de faire les études, donc pour pouvoir être manager justement, avoir une équipe. Ça parlait de flux, de process, etc. Donc pour mon esprit bien carré, c'était impeccable. Okay. Et puis, et donc il me dit, écoutez, le processus là, de recrutement est en cours. Je vais demander à Daniel Dandievel, qui a été donc mon manager après pendant 7 ans, et ensuite mon collègue de travail pendant des années, et qui vient de prendre sa retraite il y a l'été dernier, qui est vraiment un manager inspirant là pour le coup. Et puis voilà, donc j'ai rencontré Daniel, un entretien, 2 entretiens. Et puis, c'était parti. Et donc, je suis revenue en France. Et donc, 7 ans en tant que responsable approvisionnement. Ouais. Puis, encore une évolution. Tu as fait 13 ans en tant que directrice du service client. Ouais, directrice du service client chez l'Ireco. Alors, c'était un poste hyper exigeant, à très grosse responsabilité. Ouais, qu'est-ce que... Explique-moi 270 personnes. Tout ce qui était front office, donc là où on appelle quand on a des problèmes en disant ça va pas, ou j'ai pas reçu ma commande, etc. Voilà, donc cette partie-là, toute la partie back office, donc les choses qu'on mettait en place, notamment pour les clients grands comptes, donc au niveau administratif, etc. Et puis toute la partie vente à distance, pareil, là, aux entreprises. Alors c'est du B2B, donc nos interlocuteurs, c'était vraiment que des clients entreprises. Et donc j'ai eu cette chance de pouvoir avoir sous ma responsabilité cette belle équipe de service client avec des gens qui doivent encaisser tous les jours des choses qui sont pas toujours faciles. Faut beaucoup de courage, ouais. Ouais, il faut du courage et puis des gens très investis et j'ai eu la chance de travailler avec des équipes qui gardaient très souvent le sourire et qui faisaient preuve de beaucoup d'empathie et qui avaient envie... forcément, en 13 ans, on a vécu plein de choses différentes, des restructurations, etc. Alors, il y a eu des moments un petit peu moins cool, parce que j'ai notamment dû fermer un site. Ouais. Il y avait un site en région parisienne, donc j'ai dû fermer un site en région parisienne. Et donc, comment faire pour que ça se passe au mieux pour les collaborateurs, etc. C'est pas des moments faciles, mais quand on est directeur, c'est... C'est intéressant de rester autant de temps dans une entreprise, parce que effectivement, de nos jours, on fait 2 ans à un endroit, 3 ans à un endroit. Là, tu as pu voir une bonne partie du cycle de vie d'une entreprise. Et donc, c'est riche en enseignements. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans ton métier de coach, tu peux comprendre et entendre peut-être différents types d'entrepreneurs qui sont à différentes phases aussi de leur activité. Donc je pense que c'est hyper formateur du coup d'être resté aussi longtemps. Ouais, et puis de voir justement en fait aussi finalement quasiment tous les services de l'entreprise, que ce soit vraiment en administratif et puis aussi même en production.
Quand j'étais responsable à pro, on travaillait beaucoup aussi avec les centres de distribution. Donc là, vraiment dans les centres de préparation, avec plus des machines, etc. Donc c'est... Oui, moi, alors, j'allais dire, l'IRECO, ça reste mon entreprise de cœur. Et je trouve que c'est une magnifique entreprise. Et je l'ai vu aussi grandir, parce que moi, j'ai intégré l'IRECO. C'était encore très familial. Mmh. Et puis, je suis arrivée au moment du développement à l'international et j'ai pu contribuer à plein de projets, justement, qui ont été mis en place chez l'IRECO. Donc, oui, c'était vraiment très, très chouette. C'est vraiment une belle histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé, du coup, au bout de 13 ans de directrice de service client? Est-ce que au bout de 13 ans, on se dit j'ai assez entendu d'employés se plaindre des gens qu'ils ont au téléphone. J'ai assez éteint les incendies aussi, peut-être. Disons que j'arrivais presque à la cinquantaine. Ouais. Et puis en effet, je me dis, 13 ans, j'ai envie de voir autre chose là maintenant. Et je pense que c'est le moment. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et donc c'était il y a 4 ans de ça maintenant. Je me suis dit, allez, c'est tout. J'arrête et puis je vais faire autre chose. Je voulais aussi avoir un peu plus d'indépendance. Et puis, je voulais voir d'autres choses. En fait, je suis assez curieuse. Et voilà, j'avais envie de découvrir aussi d'autres entreprises parce que je me dis, mais c'est fou, j'aurais connu qu'une seule entreprise, quoi, finalement, même si j'ai connu tous les services. Donc, j'ai eu envie de faire autre chose. Donc, l'envie de vivre autre chose, c'est ça. Donc, une reconversion. L'idée, c'était quoi? Tu t'es dit l'accompagnement, tu t'es dit, bon, je vais me former parce qu'il faut découvrir un peu ce métier-là. Donc, comment on fait une reconversion Comment on fait une reconversion? Alors déjà, j'ai fait un bilan de compétences. Ouais. Déjà, une première chose, quand on se dit, pour faire le point un petit peu sur ce qu'on pourrait faire. Qu'est-ce que je sais faire, en fait, tout simplement? Oui, qu'est-ce que je sais faire? Parce que quand on est toujours dans la même boîte, on se dit, on est reconnu, voilà, forcément. On est légitime. 27 ans, on est légitime, etc. Puis là, on repart de zéro, mais on se dit, mais finalement, je sais faire quoi? Bon, j'avais conscience que je savais faire quand même pas mal de choses, malgré tout. Mais alors, quoi exactement? C'était pas évident. Donc, j'ai fait ce bilan de compétences. Et au départ, je me suis dirigée plus vers le conseil, parce que je me suis dit, finalement, j'ai accumulé justement pas mal d'expérience. Je faisais partie de l'Agora des directeurs de la relation client, donc j'étais vraiment très en veille sur tout ce qui se faisait au niveau relation client. Je me suis dit, tiens, autant en faire profiter aussi d'autres entreprises. Et donc, je me suis lancée dans le conseil. Et là, d'ailleurs, j'ai rencontré... Alors, tout ça, à chaque fois, c'est du réseau, mais j'ai rencontré... Antoine Coubret. D'accord. Antoine Coubret, qui a un cabinet qui s'appelle Custup. Et Antoine, finalement, justement, il recherchait des intervenants. Donc, on était tous indépendants, mais justement des personnes qui connaissaient vraiment le monde de l'entreprise pour pouvoir intervenir dans d'autres entreprises. Ouais. Et donc là, même si je démarrais, lui, il dit, mais moi, il dit, je me fiche que tu démarres. Il dit, le métier, de toute manière, tu vas l'apprendre sur le tas, le métier de conseil. Il dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est toute l'expérience que tu as eue sur le terrain, etc. Et donc ça m'a permis de démarrer en tant que consultante. Ouais. Mais donc, la voie que j'avais prise, là, c'était d'être en sous-traitance, quoi, quelque part. Ouais. Et donc, j'ai eu des super... En plus, voilà... Il sait bien vendre les choses et puis l'équipe qu'il a bâtie est vraiment, vraiment top. Et du coup, j'ai accédé à de très très belles missions. J'ai travaillé notamment pour dans la santé, les laboratoires, Elsan, toute la partie radiologie, etc. Donc voilà, qui est en train de réfléchir sur leur service client, la meilleure service. Donc sur Elsan, j'ai travaillé pour RATP Dev, c'est pareil, qui réfléchissait à sa structure. Donc voilà, des belles structures avec des choses totalement différentes de ce que j'avais fait jusqu'à présent. Et en même temps, quand j'y étais, je me suis dit, je faisais les diagnostics, alors je savais faire, je faisais les recommandations, j'établissais les plans d'action. Je me disais, mais c'est pas là où je prends le plus de plaisir. Moi, là où je prends le plus de plaisir, c'est quand je discute avec les personnes et puis quand eux me partagent, eux, ce qu'ils vivent, et puis que je les aide à réfléchir à justement ce qu'ils veulent vraiment. C'est ça, donc là, ce que tu faisais, c'était du consulting. Ouais. Donc, tu as eu
as pu mettre la main à la pâte parce qu'on t'a fait confiance de par l'expérience que tu as accumulée pendant des années de la connaissance du monde de l'entreprise. Ouais. Mais là, tu t'es dit, j'ai pas mis le doigt sur ce que je veux. Ouais, sur ce que je voulais vraiment faire au fond de moi et là où je me sens bien et là où je prends le plus de plaisir. En fait, je me suis rendu compte que la posture de conseil et de consultant, il y avait toujours un truc qui me dérangeait. Je me disais, mais qui je suis, moi, malgré mon expérience, etc., mais qui je suis pour savoir mieux qu'une personne qui est là, qui travaille là, quelquefois depuis des années, quelquefois 10 ans, 20 ans, et puis là, moi, j'arrive, alors on passe avec plusieurs tes gros jours. Sabots. Ouais, puis c'est ça, puis d'un seul coup, on dit non, mais vous inquiétez pas, moi, j'ai la solution. Et là, je me dis, et finalement, moi, quand j'étais de l'autre côté de la barrière, quand j'étais chez l'IRECO et que je voyais les consultants arriver, je me disais, bah oui, mais écoutez-moi, parce qu'il y a des choses que vous savez, mais il y a des choses que moi aussi, je sais. Et donc, comment on peut faire pour que ça se passe au mieux? Et finalement, c'est cette relation de partenariat que je voulais vraiment avoir. Et comme en parallèle, j'ai toujours continué en me disant, tiens, je vais continuer les études. J'ai commencé à me former au coaching en me disant, voilà, c'est quelque chose que je voudrais ajouter à mon arc. Parce qu'encore une fois, hein, les consultants, finalement, ou les formateurs, souvent, on a plusieurs cartes. Hein. On est consultant, on est formateur, on est coach, etc. Et je me suis dit, tiens, moi, la casquette de coach, je pense que ça m'irait bien. Et puis, en fait, ça m'allait tellement bien que je me suis dit, ouais, mais c'est ça que je veux faire tout le temps. Et donc, j'ai décidé en février 2024, j'ai créé ma boîte qui s'appelle Relation Coaching. Relation Coaching. Alors, on va afficher ton logo juste ici. Donc, Relation Coaching, donc c'est la société dans laquelle la société que tu gères, dans laquelle tu fais donc du coaching et pas du consulting. Exactement. Donc, pour faire cette transition de consultant à coach, du coup, tu as continué à te former? Oui. J'ai continué à me former, donc pendant que je faisais encore du conseil, en parallèle. Alors, quand j'ai continué à me former, je pense que sur les 3-4 dernières années, là, depuis le temps que je suis arrêtée chez l'IRECO, j'ai quand même plus de 120 jours de formation à mon actif. D'accord. Parce que je pense qu'une fois qu'on met le doigt dedans, en tout cas, bon, moi je le dis à chaque fois, never stop learning. J'aime beaucoup apprendre. Et puis quand on tombe dans le coaching, en plus ça fait partie de ce qui est attendu des coachs. On continue à se former tout le temps. Donc je me suis formée au coaching professionnel de manière traditionnelle, donc dans une école qui s'appelle Coaching Ways. D'accord. Et donc là c'était sur Lille. Et ensuite, je me suis dit, je peux pas m'arrêter là. Et donc, quand on fait du coaching, à un moment, on dit, on nous parle de profils, d'outils un petit peu pour justement mieux se connaître, etc. Puis moi, il y en a un qui m'a parlé beaucoup. J'en connaissais plein, de par mes expériences en tant que manager. Mais là, il y en avait un qui s'appelle Process Communication Model, qui est un outil que j'aime vraiment beaucoup, qui est un outil de connaissance de soi, mais qui est aussi un outil qui permet de mieux gérer son stress et puis de mieux gérer sa relation à soi-même et aux autres. Et j'ai décidé de me former pour pouvoir être coach accrédité à ce modèle, donc ce que je suis maintenant. Je me suis formée aussi notamment à l'approche systémique et stratégique de Palo Alto, qui est une approche très particulière et qui me va très bien parce que c'est une approche, j'allais dire, où je vois vraiment des résultats très très fort. Alors moi je viens du monde de l'entreprise, tu l'as compris, donc pour moi les résultats c'est quand même important. Ouais. Pour autant les résultats c'est pas à moi de les amener en tant que tels, les résultats ils viendront de l'engagement du coaché. Pour autant je me dis, ce qui est important c'est au moment où je rencontre la personne, c'est de me dire quel chemin finalement on va pouvoir emprunter ensemble et qui sera le plus efficace pour la personne. Et donc cette fameuse méthode de Palo Alto, concrètement, comment ça va guider un peu ta façon de mener le rendez-vous avec de mener ton accompagnement? Alors, ça s'appelle l'approche systémique et stratégique de Palo Alto. Approche systémique parce qu'on regarde vraiment les choses dans leur ensemble. Et donc la personne qui arrive avec un problème,
c'est dans un certain contexte, c'est avec certaines personnes, etc. Et donc l'idée, c'est déjà de bien analyser quand se passe le problème, avec qui, etc. Et finalement, d'analyser aussi les boucles interactionnelles qui se mettent en place. Moi, ce que j'aime dans cette approche, c'est que mon but, c'est pas de changer la personne, hein, d'accord. On est comme on est humain avant tout, on est forcément perfectible, hein. Une personne qui est parfaite, ce serait pas drôle, hein, sinon on était tous parfaits. Donc, il faut savoir s'accepter aussi comme on est. Et donc, moi, mon but, c'est pas que la personne change elle-même, mais qu'elle change sa manière d'interagir avec les autres. Parce que dans un problème, notamment, donc quand c'est des problèmes, là, c'est surtout pour des problèmes, j'allais dire, interactionnels, et donc de communication interpersonnelle. Il y a deux personnes. On pourrait dire, hein, oui, c'est de sa faute, puis chercher qui a tort, qui a raison. Et c'est souvent ce qu'on fait, nous. On se dit à chaque fois, non, mais attends, moi, voilà, non, je sais, puis moi, voilà, je fais comme ci, je fais comme ça. Et là, le but, c'est de dire, globalement, finalement, la situation, elle est ce qu'elle est, et si elle est comme elle est, c'est parce qu'il y a deux personnes qui agissent d'une certaine manière. Et le but, là, c'est vraiment d'observer un petit peu comment ça se passe, et de voir comment, en modifiant la manière d'agir, on arrive à agir sur la relation de manière générale. Alors ça, c'est très adapté, notamment quand on est dans quelque chose où on se dit, waouh, pourtant j'ai essayé plein de choses et puis j'y arrive pas, quoi. J'arrive pas à sortir de cette situation. Souvent là, c'est assez intéressant parce que justement, on va changer de stratégie. Moi, le but, c'est d'analyser avec la personne pour découvrir un petit peu les stratégies qu'elle met en place et de se dire, ta stratégie, finalement, est-ce qu'elle a fonctionné jusqu'à présent? Non. Du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre comme nouvelle stratégie en place pour que ça améliore la situation? Et tu laisses émerger, du coup, les propositions, les solutions par la personne elle-même. Par la personne elle-même. Et l'idée, par contre, c'est qu'en effet, la personne, de par les questions que je vais utiliser, de par ce qu'on appelle quelquefois des recadrages, c'est-à-dire regarder la situation sous différents angles, que la personne arrive à trouver des solutions auxquelles elle n'avait pas encore pensé tout de suite, mais qui étaient déjà au fond d'elle. C'est juste que ça émergeait pas encore parce que souvent on reste confus dans nos idées. Très bien. Je te propose deux petites questions pour développer un peu justement cet aspect expertise. Donc là, on parle justement de faire émerger les solutions. Donc la personne va parler du problème dans son ensemble. J'imagine que voilà, tu crées un espace quand même de confiance où la personne peut livrer des choses à la fois sur l'entreprise et sur son fonctionnement, à elle. Ce que je me demande du coup, c'est le sujet de la limite vie pro, vie perso. Tu vois, il y a sûrement des managers ou dirigeants qui en fait ont des soucis dans l'entreprise, mais qui sont d'origine personnelle. Ils ont eu des soucis dans leur vie perso qui impactent la vie de l'entreprise, et inversement, des problèmes dans l'entreprise qui ensuite impactent leur vie perso et dans un cercle vicieux. Donc, comment toi, tu arrives à apporter ton coaching justement sur ce sujet de limite vie pro, vie perso Alors, en effet, et tu pointes vraiment le doigt dessus, finalement, quand on est dans une situation, c'est rarement juste professionnel ou juste personnel. Tout ce qui nous arrive dans la vie, on est sur un système, et donc ça dépend vraiment du contexte de la personne. Quand on est en coaching professionnel, souvent les gens ont juste envie de rester sur le professionnel au départ. Oui. Et donc, cet espace de confiance, comme tu le mentionnes, il est super important parce que c'est important d'aller gratter au-delà simplement de cette couche quelquefois qui reste superficielle. Et donc l'espace qui est proposé, c'est un espace justement où la personne va pouvoir s'ouvrir parce que tout est confidentiel. Même quand on travaille pour les entreprises, le plus souvent, c'est l'entreprise qui demande, qui dit, voilà, ça serait bien que telle ou telle personne chez nous se fasse accompagner. D'accord ? Donc, c'est un vrai cadeau, là, pour le coup, que l'entreprise fait à la personne, de lui offrir un coaching. Et pour autant, c'est pas parce que c'est l'entreprise qui a mandaté
qu'on va faire un rapport détaillé sur tout ce qui se dit, etc. Pas du tout. Il y a une problématique souvent de on a fait un sondage anonyme en interne pour relever les problèmes, et puis celui qui a été un peu virulent va venir le voir en disant oui, t'as dit ça, c'était pas si anonyme que ça en fait. Oui, alors ça peut arriver. Alors justement, tu vois, par rapport aussi au fait de demander que l'entreprise propose un coaching, quelquefois, malheureusement, ça peut être perçu par la personne comme une punition, en disant mais je fais pas bien les choses, etc. Et moi déjà la première chose que je vais faire, ça doit pas être une punition, et justement le coaching, ça doit aider la personne à se dire si elle est dans cette situation, de toute manière, elle doit pas être très bien par rapport à cette situation. Et donc comment on fait finalement pour qu'elle bénéficie au maximum de ce coaching qui lui est proposé, tout en répondant finalement à ce que l'entreprise attend, en disant là par contre nous ça c'est un problème pour nous, la manière dont cette personne se comporte avec son équipe, la manière dont elle est en difficulté aujourd'hui pour atteindre tel ou tel résultat, et donc il faut vraiment le voir comme un coaching, c'est un moyen finalement d'accéder à ses propres ressources et de se dépasser. Et la seule personne qui peut y arriver, c'est la personne elle-même, quoi. Et c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé, etc. Moi, si j'ai beau être coach, encore une fois, alors, du coup, on est formé, il y a des process bien particuliers avec plein d'étapes à bien valider, etc. Si la personne en face, elle veut pas, si elle est pas prête, de toute manière, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est quasiment ce qu'on fait d'ailleurs dans le premier entretien. Moi, la première chose que je valide, c'est que la personne, elle a envie de travailler vraiment sur elle, et puis après qu'elle a envie de travailler avec moi, parce que pour que ça fonctionne bien, il faut vraiment qu'il y ait une relation de confiance qui s'installe entre nous. D'accord. Et donc sur cette vie pro, vie perso, du coup, est-ce que des fois tu as des situations où en fait la personne se retrouve noyée à la fois dans le pro et dans le perso, et elle voit pas de solution, et du coup comment tu arrives à lui faire retrouver un peu d'optimisme, tu vois? Alors, je sais pas comment j'arrive, c'est elle qui retrouve. Oui, c'est déjà, ça vient d'elle-même, c'est ça. Ça vient d'elle-même, ouais. Donc, globalement, déjà, la première chose qu'on va faire, tu vois, si tout est emmêlé, à un moment, il faut déjà qu'on se concentre sur une chose, parce que si on a trop d'objectifs, si on veut trop solutionner tout en même temps, on peut pas. C'est juste pas possible. Ouais. On solutionne rien, parce qu'il y a tellement de choses à adresser. Et donc, le but, c'est de voir déjà ce qui va aider le plus la personne, et donc ce qu'elle va vouloir adresser en priorité. Et par là même, au final, quand on va discuter, de temps en temps, la personne, elle va savoir faire des parallèles avec ce qui lui arrive aussi dans sa situation personnelle. D'accord. Par exemple, moi, tu vois, j'ai une personne que j'ai accompagnée, qui est venue au début, elle dit, moi j'ai des problèmes avec mon équipe. Elle dit, c'est une équipe que j'ai pas choisie, etc. Et elle dit, j'ai vraiment des problèmes avec mon équipe. Et du coup, elle dit ouais, et puis du coup, elle dit je dors mal, etc. Donc c'est toujours imbriqué. Mais on est parti là, j'ai dit ok, mais qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle dit, non, mais je veux solutionner ce problème avec mon équipe, etc. Voilà. Et puis on s'est rendu compte au final que finalement c'était pas avec toute son équipe, c'était qu'avec certaines personnes, etc. Et puis en discutant et en décortiquant, etc. Et puis en suivant ce process de coaching, elle est arrivée à se rendre compte que finalement, ce qui lui pesait, c'était le fait de même plus avoir sa place en tant que directrice. Parce que du coup, le problème qui se posait, c'est qu'elle faisait à la place des autres. Et donc, à partir de ce moment-là, son objectif, ça a été de se reconcentrer sur le fait de reprendre son rôle de directrice. Et ça a changé totalement sa manière de se comporter avec les personnes avec qui elle était en problème. Alors, pas dévoiler ce qui s'est passé après. Bien sûr. Mais, et au-delà de ça, du coup, ça lui a permis aussi, elle me dit, mais ce qui est fou, elle dit, c'est du coup, à partir du moment où j'ai fait ça, dans ma vie personnelle, tout le monde a dit, j'étais beaucoup plus détendue, je dormais mieux, etc. Ouais. Donc, le fait aussi de se clarifier. C'était un sujet de posture, du coup. Ouais. Du coup, au départ, c'était amené comme un sujet de il y a un conflit finalement avec mon équipe, quoi, tu vois. Et alors que au final, c'était juste qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi, quoi, aussi. Et
Moi, ce que j'adore dans le coaching, c'est qu'on ne sait jamais où ça va nous mener. Et il n'y a pas une fois où c'est la même chose qu'une autre. Et parce qu'on est tous différents, et parce que, en effet, moi, je pourrais me dire, ah bah oui, mais par rapport à ça, forcément, c'est ça. Et il faut surtout pas. Et justement, le coaching, et ce qui est compliqué, en plus, quand tu viens du métier de manager, c'est globalement, il peut y avoir une sorte de résonance quand la personne t'amène les sujets. Ouais. Il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça. Ouais, parce que tu peux dire, moi j'ai vécu la situation, moi à l'époque j'avais résolu le problème comme ça. Ouais. C'est une solution qui me convenait très bien et qui va vous convenir aussi. Non, il faut souvent pas les gens prendre attendent ce pli-là. Ça. Et souvent les gens attendent ça. En plus, quand ils viennent, ils se disent, ça y est, moi il va y avoir quelqu'un avec moi. Comme, en effet, derrière le mot coaching, souvent, on en parlait au tout début, le coaching sportif, tout ça, on va dire, tiens, t'as qu'à faire ci, tu vas faire ça, etc. Donc les gens se disent, sois meilleur sur tes appuis. Ouais, voilà. Et à un moment, c'est, non, moi, je suis pas là. Donc ça, on le pose aussi au début, en disant, attention, moi, je vais pas donner de conseils, je vais pas te dire ce que tu as à faire. Voilà, vous tenez votre raquette de la manière que vous voulez, c'est pas moi qui vais vous... Non, et c'est l'expérience qui prime, au final. Et c'est d'ailleurs ce que j'aime aussi dans l'approche systémique et stratégique de Palo Alto, c'est qu'on va essayer de faire vivre d'autres expériences, des nouvelles expériences qui vont faire en sorte que la personne, à un moment, va se dire « oui, c'est vers là qu'il faut que j'aille maintenant » et qui, au fur et à mesure, va ajuster son comportement. Donc la personne, en comprenant d'elle-même quelle est la meilleure solution pour elle, elle va être motivée à appliquer, du coup, cette solution. Que c'est quand même toujours... quand on nous dit tiens t'as qu'à faire ça, etc. Souvent on dit oui, puis après on fait bon voilà. Quand l'idée vient de nous, quand même on va se dire ah bah oui tiens je vais essayer ça. Et c'est humain, hein, c'est juste on le comme voit ça, dans les régimes, dans le fait d'arrêter de fumer. Même si tout l'entourage a beau dire il faut faire ça, c'est quand la personne finit par se dire en fait c'est le mieux pour moi et j'ai plus le choix que de changer si je veux que ça aille mieux, que le changement va vraiment se traduire. Après, il faut trouver ses propres stratégies. Et c'est là où, quelquefois, c'est compliqué de trouver ses propres stratégies. Et c'est là où le parcours de coaching est vraiment aidant parce qu'on pose les choses, justement, clarifier à la fois les objectifs et puis ce qu'on peut faire et être sûr aussi que quelque part aussi, on confronte en tant que coach, on confronte ce que nous amène le coaché pour être sûr qu'il va s'y tenir, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire que vraiment il va faire ce qu'il dit? Parce que sinon, la personne, elle peut juste être en face de moi et me dire ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais si finalement elle le fait pas. Donc on va être là, on va être un peu poil à gratter pour dire ok, donc tu vas faire ça, comment tu vas t'y prendre, etc. C'est une des étapes pour être sûr que la personne se projette aussi dans ce qu'elle va faire et vraiment sa capacité à faire et à tenir sur la durée, parce que le but c'est aussi de tenir sur la durée. Et comment on fait alors quand la personne nous explique du coup ses soucis, nous explique qu'elle voit plus d'issue et que ça impacte le pro, le perso, qu'elle se sent mal, quand on voit ces émotions-là, comment on fait pour garder une certaine distance et pas non plus absorber toutes ces choses-là, comment on fait pour garder cette distance? C'est un point crucial en effet en coaching. Tu vois là ce sur quoi tu mets le doigt, parce que dans notre rôle de coach et dans notre hygiène de vie de coach, il faut qu'on soit bien. Donc moi j'ai intégré beaucoup plus de choses pour moi depuis le temps que je fais ce métier-là, pour être en capacité justement à avoir du recul. Et donc, à être en empathie avec la personne, et donc savoir vraiment comprendre, etc. Mais ne pas m'approprier finalement les émotions négatives. Alors, négatives, j'aime pas dire, il n'y a pas d'émotion négative. L'émotion, elle a toujours un message. D'accord. Mais en tout cas, la manière dont elle va exprimer, qui peut être compliquée, etc. En effet, nous, on doit être là, on doit être solide. Voilà. Donc, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on accepte, il faut qu'on accueille finalement les émotions. Mais c'est tout, on les accueille simplement. Et pour ça, il faut être vraiment bien dans sa tête. Avant chaque séance de coaching, moi je prends un temps, souvent c'est de la méditation ou de la respiration, etc., pour me mettre en condition, pour pouvoir être vraiment en présence de la personne et me dire, à un moment, moi je suis imperméable quelque part. Voilà. D'accord. Et pour autant, il y a un réel intérêt pour la personne. Donc il faut trouver cette juste limite entre
je comprends ce que la personne est en train de m'amener, j'accueille ce qu'elle m'amène, mais je ne suis pas la personne. Ça, c'est ce qu'elle vit, elle. C'est ce que je vis, moi. Et donc, comment, après, je continue à l'aider pour qu'elle avance. Très bien. Bah, écoute, c'est très intéressant. Merci pour toutes ces explications sur ton expertise. Je te propose de conclure par ton aventure réseau avec le groupe Odyssée. Ouais. Donc, voilà... tu peux m'expliquer du coup comment tu as intégré cette dynamique de réseau quand tu as lancé ton activité et puis nous parler aussi du groupe Odyssée, des rencontres que tu as pu y faire. Tu m'as envoyé quelques photos qu'on peut regarder. Ouais. Alors, hop, je trouve prends le clavier. Donc, hop, voilà. Donc là, normalement, ceux qui nous regardent peuvent voir. Donc là, on a une photo. Est-ce que tu peux nous... Ouais, alors ça, dire c'est justement avec avec Mathilde, qui fait partie du groupe Odyssée de Saint-Amand-les-Eaux, avec moi. Alors avec Mathilde, on se connaît depuis un moment, parce qu'en fait, le groupe Odyssée à Saint-Amand, il a démarré en avril 2024. Ouais. 2024, ouais. Mais pendant un an, on n'était pas encore assez nombreux. Et donc, on se retrouvait par nous-mêmes, voilà, avec cette intention de faire en sorte que le groupe aboutisse. Et le groupe, finalement, a démarré officiellement en avril 2025. Et en fait, à l'époque, en avril 2024, c'est Francine, qui est fédératrice avec sa fille Eliana, qui m'avait appelée parce qu'on se connaissait avant, et en me disant, écoute, j'ai un projet sur Saint-Amand, je veux monter un groupe business, j'aimerais bien que tu sois avec moi pour le démarrage. Et moi, Francine, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et au début, je lui fais, oui, mais bon, j'ai déjà vu des groupes business, je pense pas que ce soit pour moi, mais bon, si tu veux que je sois là, je serai là. Et puis, en fait, j'ai eu envie. Il y avait Johan qui était là à cette ouverture. Et puis, je me suis dit, mais non, mais bien sûr, maintenant, en plus, ça y est, maintenant, j'ai mon entreprise. Et bien sûr que faire du réseau, ça va avoir du sens. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'intégrer le groupe Odyssée. Qu'est-ce qui t'a plu, du coup, quand tu as rejoint le groupe ? Le fait que c'était pas prise de tête, c'était très bienveillant. Et puis de rencontrer des personnes de Saint-Amand. Moi, tu vois, j'ai passé 27 ans chez l'IRECO, donc au Canada, et sinon c'était Valenciennes, Marly plus exactement. Et au final, ça fait 20 ans que j'habite à Saint-Amand-les-Eaux, mais je connaissais finalement pas grand monde de Saint-Amand-les-Eaux, puisque ma vie professionnelle se passait ailleurs. Et là, je me suis dit, ça me permettra de rencontrer des professionnels, et puis des professionnels indépendants comme moi qui ont leur entreprise. Et donc, c'est super agréable de pouvoir échanger sur nos réussites, nos difficultés, comment ça se passe au quotidien pour nous, et puis de se retrouver toutes les semaines, le matin, de manière très conviviale. C'est l'ambiance, au final. L'ambiance et les personnes. Je pense que au tout début, on était une petite dizaine, et on est encore là. Tous, maintenant avec des nouveaux, et c'est chouette. On va regarder d'autres images pour en savoir un peu plus de ton expérience. Donc, est-ce que tu peux commenter cette photo là, c'est un peu plus récent. C'était cette année, c'était quoi ? Juin 2025, je crois. C'est ça, c'est avec la Kermesse des réseaux. Ouais, Kermesse des réseaux, avec Bénédicte, pareil, qui fait partie du groupe à Saint-Amand. Et Bénédicte, elle fait... la personne qu'on a vue avant, c'est Mathilde. Mathilde, elle s'occupe de tout ce qui est administratif à distance en freelance. Et puis Bénédicte, elle fait de la RH. Elle fait de l'accompagnement RH pour les entreprises aussi. Et c'est bien parce qu'il y a une complémentarité aussi. Parce que forcément, Bénédicte, sur les aspects RH, moi, si je vois qu'il y a des choses chez les clients où ils ont besoin d'accompagnement, je peux recommander. Mathilde, pareil, en disant, quelquefois, je rencontre... des auto-entrepreneurs, et donc là j'enlève un peu ma casquette de coach, mais si à un moment ils disent oui, mais en fait il faudrait que je me fasse aider, etc., là à un moment je peux dire tiens, si tu veux te faire aider là-dessus, et puis là les orienter, etc. Donc, ça n'empêche pas quand même de filer les bons tuyaux, on va dire, mais seulement quand les personnes les demandent. Ouais. Je vois, très bien. Ensuite on va regarder une autre photo.
Donc là, c'est lors d'un cocktail, j'ai l'impression. Alors un cocktail, c'était un gros cocktail. Là, c'était le congrès de coaching. Alors, c'était en 2024 aussi. 2024, qui rassemblait des coachs de la francophonie, donc pas seulement des Français. Il y en avait qui venaient de Québec, il y en avait qui venaient du Maghreb. Il y avait vraiment de partout. On a eu la chance d'avoir des super orateurs. Il y avait plein d'ateliers. C'était sur 2 jours. 2 jours, oui. Et puis, donc là, oui, c'était un des premiers soirs et j'ai eu la chance de rencontrer, là on voit notamment Michael au milieu, là, qui a ouvert une plateforme pour les jeunes coachs, et donc ça s'appelle Be Coaching, et c'est un gars qui est super investi. Et voilà, et on retrouve aussi cette convivialité, et puis le fait que finalement, oui, quand on est coach, alors on a plein de concurrents, hein. Mmh. Mais surtout, on travaille tous beaucoup ensemble parce qu'on est tous différents et que, encore une fois, c'est la relation de confiance qui fait que. Et donc, je serais peut-être un bon coach pour une personne et puis pas forcément pour une autre. Et donc, le but, justement, c'est de se dire, quand on estime qu'on n'est pas forcément la bonne personne, alors que ce soit d'ailleurs parce qu'on se dit, c'est plutôt de la formation dont la personne a besoin, ou ça, au moins, ça permet de créer un réseau aussi. Puis oui, c'est bien d'avoir cette objectivité aussi, de se dire, chaque profil peut avoir besoin d'un type de coach ou d'un type de consultant ou de formateur selon sa problématique. Exactement, ouais. On va regarder donc une autre photo. Ça c'était au congrès aussi. Ouais. C'était au congrès aussi, et au congrès il y avait un petit robot là qui s'appelait Sync qui donnait ce qu'on appelle des insights au fur et à mesure de ce qu'il voyait. Il nous donnait sa vision des choses. C'était assez rigolo. Et puis voilà, donc c'était plein de coachs, et alors je sais pas, t'en connais peut-être là, t'as peut-être reconnu certaines personnes, je ne sais pas. Ah, faudrait que je regarde un peu plus d'ici. Plus de près. Je ne la vois pas en grand. Mais oui, c'est important. En fait, c'est important aussi d'échanger avec des professionnels. Quand on fait du coaching, moi, je travaille, encore une fois, je suis indépendante, donc je travaille seule majoritairement. Et donc, les réseaux, que ce soit donc, le groupe Odyssée, par exemple, sur un réseau business, où là, donc moi, je fais partie de ICF Hauts-de-France, ça permet justement aussi d'être en contact avec des professionnels et de pouvoir échanger sur nos pratiques régulièrement. Très bien. Une dernière image. Oui, là, c'était juste pour dire, on fait tout. Moi, je m'occupais de l'accueil. Hein. On accueillait des gens du monde entier. Et puis la veille, il fallait préparer, puis il fallait des bénévoles. Et moi, le bénévolat, ça me parle. Donc là, j'ai aidé. J'ai donné un coup de main pour l'accueil. Et puis, je fais aussi partie, d'ailleurs, j'ai recroisé Johan, parce que Johan, donc, qui s'occupe, qui a fondé Odyssée, mais Johan, il fait aussi partie de 60 000 rebonds. Oui, tout à fait. On en a parlé dans le podcast la semaine dernière. Donc, une organisation qui s'occupe d'aider les personnes qui ont subi ou décidé d'une liquidation judiciaire. Ouais, totalement. Et donc, moi, je suis bénévole aussi chez 60 000 rebonds. Donc, je suis marraine chez 60 000 rebonds, justement pour accompagner donc les personnes qui ont fait faillite. Pour les accompagner à rebondir. Pour les accompagner à rebondir, à retrouver une voie qui leur correspond. Ouais. Très bien. Tu m'avais aussi confié cette image, donc je vois une sorte de petit badge, voilà, coach accrédité PCM. En quoi ça consiste du coup Alors PCM, donc c'est Process Communication Model. Je pense que j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Oui. En fait, c'est un modèle qui permet de mieux se connaître. Donc ça permet, donc c'est un questionnaire. Alors c'est un questionnaire qui a été établi au départ, c'était pour la NASA, pour envoyer, tu sais, pour les gens qui vont dans l'espace. Ouais. T'imagines bien que quand on part dans l'espace, dans un environnement un peu exigu, vaut mieux que ça se passe bien. C'est pas anodin, effectivement. C'est pas anodin. Et donc la NASA avait demandé à notamment quelqu'un qui s'appelle Tebi Keller, qui est psychologue et qui fait de l'analyse transactionnelle, surtout. Je vais vraiment des raccourcis, mais bon, soit. Ne m'en tenez pas rigueur, si vous... voilà. Et Tebi Keller, donc il avait développé ce questionnaire pour pouvoir voir justement pour pouvoir voir les difficultés éventuelles qui pourraient se poser entre les différentes personnes pour faciliter le recrutement.
D'accord. Pour anticiper du coup de potentiels conflits une fois dans l'espace, c'est ça peut-être ? Oui, en tout cas des difficultés, je ne vais pas dire des conflits forcément, mais en tout cas des difficultés de communication éventuelles. Effectivement, vu que souvent il y a de l'international entre les différents astronautes. Ouais, mais au-delà de ça, ne serait-ce que par notre personnalité, etc. Et donc là, justement, ce questionnaire, ça permet d'aller au plus profond de soi. Et globalement, ça dit qu'on a tous 6 types de personnalités en nous. Avec plus ou moins d'énergie disponible à chaque niveau. Et donc forcément, quand on a ce qu'on appelle notre base, qui est celle dans laquelle on navigue le plus facilement, et qu'on se retrouve face à une personne qui a vraiment peu d'énergie là-dedans, et que lui, par contre, sa base, c'est là où on a très peu d'énergie, oui, ça peut être compliqué. Et donc, comment on peut faire déjà pour prendre conscience de ça, et puis quels petits tips on peut mettre en place pour que la communication passe mieux ? Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que, au-delà déjà de donner une vision sur comment on fonctionne vraiment, il y a une sorte de petit plan d'action pour mieux gérer son stress. Parce que moi, encore une fois, l'accompagnement que je fais, c'est vraiment c'est vraiment individuel et le but, c'est que la personne soit le mieux possible, finalement. Parce que moi, j'aime bien que les gens soient bien. Quand j'étais manager, c'était mon leitmotiv, c'était de dire si les gens sont bien, dans ce cas-là, ils travailleront bien. Et être bien, ça ne veut pas dire simplement aller à la cafette et puis avoir des baby-foot, etc. Non, c'est pas seulement ça. Ouais. Ça y contribue, hein, c'est sûr. Mais c'est aussi d'être reconnu, d'être considéré, d'être écouté, et puis de pouvoir mettre en avant ce que chacun sait faire. On a tous des compétences, on a tous des petits trucs qu'on peut faire. Et simplement, il faut que chaque personne soit à sa bonne place. C'est vrai que le baby-foot, c'est parfois le tapis sous lequel on met le fait de ne pas se questionner sur toute la relation interpersonnelle et le bien-être au travail. C'est sûr. Donc, pour revenir sur ce badge, tu es donc accrédité à envoyer les gens dans l'espace. Et tu as du coup un autre badge, ICF Member. On va conclure là-dessus, du coup en 2 mots. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis membre de la Fédération internationale de coaching. Et la Fédération internationale de coaching, c'est certainement la plus grande fédération au monde des coachs professionnels. Et globalement, ce que ça assure quand on est membre de ça, donc forcément, on a vérifié qu'on avait les compétences pour être coach. Donc, j'ai eu un examen qui atteste. Ça va parler plus fort. Ouais. Pardon. Donc tu as eu un examen. Donc oui, donc il y a un examen déjà pour vérifier qu'on a bien les compétences de coach, etc. Et puis quand on est membre, ça assure qu'on respecte un code de déontologie et notamment toute la partie confidentialité, mais aussi l'équité, le professionnalisme, le fait de respecter la personne en tant qu'individu avec ses différences. Avec sa religion, avec vraiment tout ce qui peut faire qu'on est chacun différent et on accepte les gens tels qu'ils sont pour ce qu'ils sont et c'est tout. Donc oui, un code de déontologie qui fait aussi en sorte que encore une fois qu'on respecte vraiment ce qu'est le travail du coach, c'est-à-dire on accompagne sans dire à la place d'eux, on ne fait pas du conseil, on n'est pas des thérapeutes, etc. On est des coachs professionnels. Très bien, et écoute, merci beaucoup Peggy pour toutes ces explications. Merci à toi. C'était un plaisir de te recevoir. Donc pour conclure, Peggy Delage est certifiée pour que d'où vous veniez sur le globe, elle respectera donc l'éthique, elle sera professionnelle, elle respectera aussi votre confidentialité, que vous souhaitiez mettre de l'ordre dans votre vie pro ou développer un gros projet, comme par exemple aller dans l'espace. Est-ce que c'est une manière de conclure ? Ouais, alors bon, j'irai pas pour l'espace, mais quoique, the sky is the limit. Voilà. Si c'est du domaine du faisable, pourquoi pas ? Écoute, je sens qu'on peut conclure là-dessus. Merci beaucoup. Merci Sylvain. Au plaisir de te revoir dans le groupe Odyssée. Et merci à tous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve dans quelques semaines avec un prochain invité. Et si vous souhaitez passer dans Audace, le podcast du groupe Odyssée, n'hésitez pas à envoyer un mail à contact@groupe-odyssée.fr.
Merci à tous.